Il est 6h30 ce matin de janvier à la mise à l'eau du port de Pointe-Rouge. Jérémy, le Marseillais, a donné rendez-vous à Michel, le Canois, venu de la Côte d'Azur spécialement pour cette chasse hivernale des loups dans les îles de Marseille. Allez. Depuis la fin de l'été, ils attendaient ce moment. L'heure du loup est enfin venue. Pas de temps à perdre. L'aube est la période la plus propice pour chasser les loups. Nos deux chasseurs se connaissent bien depuis qu'ils font de la compétition ensemble. Ils ont l'habitude de chasser en équipe. Ils maîtrisent toutes les techniques et sont physiquement bien préparés pour aborder des sorties de plusieurs heures dans le froid et la houle. Jérémy connaît les zones de chasse autour de Marseille pour les pratiquer depuis des années. Pour Michel, c'est une première. Il n'a jamais plongé dans les eaux marseillaises. Il va donc découvrir de nouveaux fonds et une chasse dont le mythe et la légende alimentent les conversations et les rêves de tous les chasseurs de notre pays. Le loup de Noël est si bien ancré dans la tradition marseillaise que des chasseurs réservent chaque année 1 à 2 semaines de vacances pendant cette période de l'année pour se consacrer exclusivement à traquer les loups. On parle ici de concentration de poissons par dizaines et par centaines, venus frayer. Un spectacle que peu de chasseurs ont eu la chance de contempler. Pour réussir à filmer les bancs de loups que vous allez voir, nos caméras ont accompagné les chasseurs pendant plusieurs semaines. Mais en chasse sous-marine, rien n'est joué d'avance. Chaque sortie est un jeu de piste qui peut se solder par une famille. Cette chasse mythique deviendra-t-elle enfin réalité pour Michel? C'est sa première coulée d'échauffement et d'observation. L'eau est à 13 degrés. Le fond à une vingtaine de mètres. La luminosité parvient à peine jusqu'au fond. Michel aperçoit un poisson se faufilant dans les pierres pour trouver refuge. C'est une défense qu'adoptent les poissons à l'approche d'un chasseur. Se mettre à trous ou alors fuir en pleine eau. Le tir à trous sur un poisson nerveux n'est pas si facile. Michel était mal placé et son tir se solde par un raté. Premières impressions à chaud. Parce que le rentrée, elle tournait dans la règle comme ça. Alors j'ai attendu qu'elle se présente bien. Oh putain. Et je tire et j'ai explosé la flèche. J'étais pas trop loin, tu penses l'avoir bien filmé? Ah ouais, je l'ai bien filmé, ouais. T'es pas trop loin. Alors j'étais bien, j'étais bien. Bon, mais on voit ça. Elle est passée entre les jambes après, elle est partie dans un goulet là. Ah, elle est partie plein large, c'est ça? Plein large. Ouais. Il y avait la chasse. Mal avec. Mais c'était beau, on a été seul. J'ai vu la queue rentrer en descendant pour me poser sur le poste d'agachon. J'allais pour me poser, je vois la queue rentrer, je dis tiens, il y a un mulet, c'est un muge. Je regarde quand je me poste, je regarde comme ça. Et je la vois, tu sais, je la vois misoter là. Je dis oh là là. Alors j'ai dit je fais le tour de la pierre pour me positionner. Et elle revient, mais elle était nerveuse, hein, tournée dans eux. J'ai tiré et juste au moment où elle allait sortir, quoi, parce qu'elle allait partir. Hein. Bon, bah écoutez, on va aller voir un autre poste. Voilà. Donc il faut regarder à trou. Hein. Eh oui. Parce qu'à l'agachon, il y a. Enfin, là, j'ai rien vu, j'en ai fait des agachons, j'ai rien vu. Posé au fond, Jérémy attend le poisson en attisant sa curiosité par quelques petits bruits de gorge. Les secondes s'égrènent dans le silence crépitant de la vie sous-marine. L'agachon, qui est la technique d'affût employée en chasse sous-marine, bien dissimulée sur le fond, peut durer 1 minute à 1 minute et demie, parfois 2 minutes. Soit le temps nécessaire pour que les poissons présents aux alentours arrivent jusqu'au chasseur. L'attente ne sera pas vaine. Au loin se dessine la forme d'un banc de poissons. Surprise, au milieu des loups, une dizaine de petites cérioles font leur apparition. En hiver, les loups et autres prédateurs comme la cériole et le denti patrouillent assez souvent ensemble. Pour Jérémy, la question du choix de la cible ne se pose pas.
Jérémy va enchaîner quelques agachons sur ce magnifique banc de loup pour essayer de prendre encore 1 ou 2 poissons avant qu'ils ne disparaissent vers le large. Donc voilà, les loups ils sont. Joli spécimen. D'accord, là. Donc là, tu as trouvé un endroit où ils étaient rassemblés. Voilà, c'est ça, j'ai trouvé le banc et à chaque agachon ils viennent. Bon, faut pas non plus trop insister, de peur qu'ils s'en aillent trop loin. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'on va attendre un peu. Et puis d'ici 10 minutes, un quart d'heure, on va y retourner. Voilà, il y a des spécimens comme ça, il y en a des plus gros, il y en a des plus petits. Ça, c'est beau déjà. Hein. C'est joli, c'est fabuleux. Beau poisson déjà. Et le banc, il y a combien d'individus à peu près Il y en a plus d'une centaine. Ah, il y en a plus d'une centaine. Ouais. Et encore, on ne les voit pas tous, mais c'est fabuleux. Quand on est entouré, c'est quelque chose qu'on retrouve rarement ailleurs. C'est vrai qu'ici, c'est particulier dans la région. T'en as un deuxième? Ouais, j'en ai un deuxième à la ceinture, ouais. Voilà, il est moins gros. On va essayer de se focaliser sur les gros et de ne pas tirer les petits. Hein. Voilà. Joli poisson. Allez, au suivant. Ce qu'il y a de bien l'hiver avec la pêche au loup à Marseille, c'est que tout le monde peut tirer son loup. Que ce soit le jeune, le vieux, l'expérimenté. Parce qu'en fait, on peut en trouver très près du bord, dans 1 mètre d'eau. Donc le débutant, il peut tirer son gros loup par un coup de chance, quoi. Hein. Après, il y a tous ceux qui ne peuvent pas pêcher profond, tous ceux qui sont un peu vieux, quoi, qui ont passé la soixantaine, qui ne se mettent plus à trop à l'eau. En hiver, ils y vont parce qu'ils savent que le poisson peut être facile, il peut y avoir des gros loups et c'est les premiers à se lever tôt. Hein. Et puis après, il y a tous ceux qui veulent un peu des loups pour la Noël aussi, donc ils essayent pendant le mois de décembre de faire leur gros loup de Noël, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde en fait l'hiver hein, pour la pêche au loup. Ça commence à peu près du mi-décembre, on va dire. Et ça s'étend jusqu'à fin février, voire début mars. Mais bon, il y a vraiment un pic au mois de janvier. C'est là où les femelles se trouvent à trou le plus souvent. Mais ça dépend aussi des conditions météo. Des conditions météo qui influencent la présence des loups sur les postes et les frayères, rien de surprenant pour les pêcheurs. Bien que ces images laissent penser que les loups se trouvent en abondance sur les côtes marseillaises, il n'en est rien. Il faut connaître précisément les postes où se rassemblent les grands bancs de loups et les frayères qui retiennent les femelles, prêtes à pondre. Le phénomène du frai obéit à des règles immuables que les anciens avaient bien assimilées en leur temps. Depuis, cette tradition du loup de Noël se perpétue, décennie après décennie. L'excitation et le bonheur de ces rencontres exceptionnelles, chaque année renouvelées, restent intacts génération après génération. Laissons un moment Jérémy et Michel dans l'eau glacée de l'archipel pour retourner à terre rencontrer 2 chasseurs dont les souvenirs d'époque vont nous éclairer sur ce qui a changé depuis pour les loups et les chasseurs. Premier arrêt au petit port de la Madrague avec Jean-Claude, puis à Sormiou avec André, qui débute à la chasse à la fin de la guerre. J'ai commencé la chasse marine dans les années 70. C'est pour ça que je suis la 2e génération. Les premiers chasseurs qui ont osé affronter les flots à l'époque ont découvert justement le loup. Nous, la 2e génération, on a profité quand même beaucoup de
de ce savoir. Déjà, nous, on n'a rien vu par rapport à eux, d'après leur récit. Je viens à Sormiou depuis l'âge de 5 ans. Et malheureusement pour moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai 78 ans. Et vous avez pratiqué la chasse sous-marine dès votre plus jeune âge? J'ai commencé vers l'âge de 14-15 ans. C'était l'époque bénie où il y avait beaucoup de poissons dans la calanque. Ouais. Et les Allemands ayant occupé la calanque, pendant des années la pêche était interdite, on ne pouvait pas sortir en bateau. Et donc à la libération, ça avait fait comme une sorte de réserve. Il y avait des poissons énormément, beaucoup de mérous, mais aussi des compagnes de loup. Toutes les frayères étaient occupées par au moins une femelle avec tous les loups tout autour. Et on allait dans des coins précis, on disait on va là, on va tirer un loup là. On ne disait pas je vais nager, peut-être j'en rencontrais. On savait où ils étaient, on les rencontrait. Le matériel n'était pas le matériel d'aujourd'hui, on pêchait avec des arbalètes courtes de 75. On pêchait avec des pointes, ce qu'on appelait la double barbe, une pointe qui s'ouvrait en deux côtés. Les flèches, alors qu'on fait des flèches de 6 mm maintenant, nous c'était des flèches de 8 mm, qui étaient très lourdes. Mais on tirait les poissons à bout portant. Les poissons, je dirais pas n'avaient pas peur, mais n'étaient pas très peureux. Et au mois de février, quand on se mettait à l'eau, on arrivait à rester 10 minutes à 20 minutes maximum. On préparait un feu pour se réchauffer. Et on tremblait tellement en sortant de l'eau qu'on n'arrivait même pas à gratter une allumette, tellement on tremblait. Mais on était sûr de ressortir avec un ou deux poissons. On avait plusieurs méthodes. Soit on allait directement dans les grottes où on savait qu'il y avait une frayère. Et presque toujours on se trouvait nez à nez avec des poissons. Soit on chassait en équipe souvent. On repérait une compagne, enfin ce qu'on appelait une compagne, c'était une femelle avec des mâles autour. Et en nageant à une distance donnée, on encerclait la compagne pour la rabattre dans une grotte ou la rabattre dans une petite calanquette. À ce moment-là, les loups effrayés se cachaient sous les pierres et on avait des chances de plus en... Mais de toute façon, la chasse au loup se passait dans des profondeurs faibles de 2, 3, 4 mètres au maximum. On ne descendait pas à 15 et 20 mètres pour aller tirer un loup. D'abord, ce n'était pas utile puisque les loups étaient en surface. Nos aînés partaient à la nage et nageaient au bord, s'aventuraient quelquefois sur certaines pierres qu'ils connaissaient. Mais nous, la deuxième génération, dans les années 70, on a connu les premiers Zodiac, les premiers bateaux pneumatiques, avec des petits moteurs, bien sûr, mais ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin et d'explorer le grand domaine des îles, avec toutes ces frayères et toutes ces grosses concentrations. Alors ces concentrations qui viennent pour cette reproduction s'éparpillent sur tout notre territoire marseillais et ils se forment ce que nous appelons nous les vrais Marseillais, des compagnes, c'est-à-dire une femelle de 4, 5, 6, 7, 8 kilos, même plus gros, qui a un énorme ventre avec donc des milliers et des millions d'œufs. Et il y a des centaines de petits loups qui tournent autour. Et ces poissons, on appelle ça une compagne, donc, et ils vivent dans ce petit territoire de pierre, très aéré, avec du courant, il y a la nourriture, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même les petits alevins, à cette époque-là, qui viennent justement, qui nous les gardent sur notre territoire. Et ces compagnes attendent le moment propice quand la femelle sera prête pour lâcher ses œufs, c'est-à-dire en général courant février. Voilà. Même certains pêcheurs sous-marins prétendent qu'ils fraient et qu'ils font leurs œufs en pleine mer. Alors que nous, ils avaient des coins précis, ils aiment les galets blancs, là, vous voyez, les roches blanches, les grottes, les trucs de ce genre-là, et on savait à des points précis où les rencontrer. La règle du jeu, quand on connaît une frayère et quand les loups y sont, on fait un agachon devant la frayère. Et immanquablement, les loups tournent, sortent, et le but du jeu, c'est de tirer les petits mâles qui sortent, qui viennent même 9 fois sur 10 nous voir à l'agachon. Donc le comportement des poissons, des loups à ce moment-là est quand même particulier. Ils ne s'occupent plus tellement de nous au fond de l'eau, et c'est vrai qu'ils sont vraiment vulnérables.
Je pense que s'il est inquiété en surface, ben, il va ailleurs. Mais enfin, à une période donnée, à mon avis, il est obligé de monter en surface pour expulser les œufs. Tu vois, c'est très souvent en fin de saison, là, comme maintenant, début mars, c'est là où on voit les plus grosses femelles. Moi, j'ai eu des gars prendre de très gros poissons, jusqu'à 11 kilos, des trucs comme ça, et c'était toujours en fin de saison. Il faut avoir parcouru des années, des hivers et des hivers, toutes ces îles et toute la côte pour connaître bien comme il faut la vraie frayère, parce qu'on ne la trouve évidemment que quand on voit le poisson dedans. Et ça, par contre, ça fait partie quand même des petits secrets de chaque chasseur. Ça ne se lègue pas comme ça, une frayère, parce que c'est quand même difficile à trouver. Quittons la côte pour retrouver Michel et Jérémy autour des îles, à la recherche des frayères et des postes à loups. Voilà, bon, on a réussi à en tirer 2 là. Ah ouais. Je crois qu'il y a... Il me semble qu'il y a un mâle et la femelle. Voilà, c'est pas des gros poissons, mais bon, ils étaient sur une tache de sable là. Et parce qu'au Sonder, j'ai repéré la mange. Je pensais que c'était pas trop mauvais. Donc c'est un coin que je connaissais, c'est une tache de sable entourée de roches et du bord. J'en ai pris un vraiment très près du bord en bas à l'agachon. Il y avait le banc. Je suis remonté, je me suis dépêché. Parce que bon, après les loups ils risquent de partir aussi, donc j'ai fait vite. J'ai fait un deuxième agachon, il y a un deuxième qui est venu. Je l'ai tapé pareil. Après j'ai refait des agachons, ils étaient tous partis. C'est ça l'inconvénient, voilà, il y a un poisson ou deux à prendre sur chaque poste. Et il faut pêcher vite pour ne pas se faire le devant par quelqu'un d'autre ou pour que le poisson il reste un peu aussi, parce que si on attend trop, ben, après le poisson il se déplace. Hein. C'est vrai qu'après, surtout l'archipel de Riou, des postes, il y en a. Je pense qu'il y en a plusieurs dizaines en fait. Hein. Si on compte la côte qui est autorisée que les week-ends et les jours fériés, ouais, ça fait plusieurs dizaines de postes en fait. Hein. Quand on est déjà sur zone, les mecs ils viennent voir, ils tournent un peu autour, savoir qui c'est, savoir combien de temps il va rester, tout ça, mais c'est rare qu'il ancre à côté pour nous pêcher dessus. Hein. Il y a un minimum de respect quand même. Après il y a des frayères vraiment type, c'est-à-dire la pierre avec le fond de sable, où les femelles elles se mettent dedans et les mâles ils tournent autour. Et puis après il y a des zones qui sont plus insignifiantes, c'est-à-dire une tache de sable sur un champ d'algues. Ça peut aussi être une frayère, et de plus en plus d'ailleurs les bandes de loups se trouvent là-dessus, parce que à force de se faire taper dans les frayères, ben, les loups ils y vont plus trop, hein, donc ils frayent en pleine eau. Voilà, il peut y avoir des gros bancs, mais en général ça se passe plus profond. Et ça c'est pas tout à fait le même type de pêche. Hein. Il y a les chasseurs qui chassent à poste, dans les frayères, ils attendent que le loup remonte, tout ça. Puis il y a les chasseurs qui se déplacent beaucoup et qui essayent d'agachonner entre 15 et 20 mètres pour essayer de trouver ces concentrations de loups, ces bandes de loups. Hein. Et ils ne sont pas partout, il y en a 2 ou 3 sur l'archipel de Riou, il y en a 2 ou 3 sur les îles du Frioul. Voilà, hein. Après il faut tourner. Voilà des loups marseillais. Et là on voit que c'est un mâle parce que il sort le lait. Voilà, c'est la laitance. Donc ça c'est le mâle. Et lui je sais pas. Et ça doit être une femelle. Ah c'est une femelle. Bon ben. Voilà. C'est précisément au moment de la maturation ovocytaire qu'on observe chez la femelle un gonflement abdominal appelé hydratation. Cette dilatation de l'abdomen est la conséquence de l'augmentation de la taille des œufs par l'absorption d'eau. En dehors de cette courte période au cœur de l'hiver, où l'apparition des caractères sexuels secondaires devient de plus en plus marquée, il est difficile d'identifier correctement le mâle de la femelle. Les 2 poissons que vient de tirer Jérémy illustrent bien cette difficulté d'identification même en période de frai. Les biologistes n'ont identifié que quelques critères permettant à un œil averti de déterminer le sexe d'un poisson en dehors des heures qui précèdent la ponte. La tête des femelles serait plus longue et plus pointue que celle des mâles. On comprend bien qu'en action de chasse, l'identification du sexe d'après la morphologie n'est pas une méthode fiable. C'est tout seul ou pas?
Non, il y en avait plusieurs. Il y en a plusieurs. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas trop tourner avec le bateau parce que... Alors là, je me mets à l'eau parce que il m'a redonné chaud avec son loup là. Comme il y en a d'autres, ça vaut peut-être la peine de tenter sa chance. Donc je suis remotivé là. Parti. Le loup a une croissance lente, une maturité sexuelle tardive et une forte longévité, plus d'une vingtaine d'années. La maturité sexuelle intervient 1 à 2 ans plus tôt chez le mâle. On estime que le mâle du loup méditerranéen est mature entre sa 2e et 3e année. Il mesure alors entre 19 et 37 cm selon les régions. La femelle n'est mature qu'entre 4 et 5 ans, ce qui pose directement la question du bien fondé de la taille minimale de capture qui est de 25 cm seulement en Méditerranée et 36 cm en Atlantique. Une différence de maille qui s'explique parce que le loup méditerranéen est plus précoce que son frère d'Atlantique. Plus on remonte vers le nord, plus cette maturité est retardée. En Irlande, cette maturité sexuelle s'établit seulement entre 4 et 7 ans pour les mâles et entre 5 et 8 ans pour les femelles. Pour diminuer la pression de toutes les formes de pêche, les associations de chasseurs sous-marins militent pour faire évoluer cette maille à 42 cm. En respectant cette taille, les pêcheurs auraient l'assurance que le poisson a déjà connu un cycle de reproduction. Mais, en dehors des études menées sur les populations de loups d'aquaculture, la biologie de la reproduction de cette espèce en milieu naturel est relativement peu connue. L'étendue de ce sujet reste assez largement inexplorée par les biologistes. Ce que l'on sait et qui intéresse le pêcheur, c'est que la ponte se produit 2 à 3 jours après le gonflement de l'abdomen chez la femelle. Elle pond 2 ou 3 fois à quelques heures d'intervalle. Le nombre d'ovules est proportionnel à sa taille, environ 200 000 ovules par kilo de poids vif. Par contre, il ne semble pas y avoir d'heure privilégiée pour la ponte. Des observations ont été faites à n'importe quelle heure de la journée, alors qu'en captivité, une tendance à la ponte naturelle a été observée le matin. La question qui fait débat parmi les chasseurs n'est pas tant de savoir s'il faut tirer les femelles ou pas pendant la période du frai, car tout le monde est d'accord pour dire que dans la mesure du possible, lorsqu'elle est facilement identifiable, on s'abstient. Le débat porte davantage sur le respect d'un repos biologique et le rehaussement de la maille légale. Les mentalités évoluent lentement, Jérémy en est conscient. Après, tirer la femelle, pas tirer la femelle, c'est vrai que à Marseille, on est un peu critiqué pour ça, parce que soi-disant, on est des chasseurs un peu assassins qui tirent surtout les grosses femelles. Bon, ben, c'est sûr que ça arrive, hein, mais tant qu'on peut le faire, quand il y a une femelle avec des mâles de poids à peu près équivalent, on préfère tirer les mâles. Par contre, quand on a une femelle qui fait 2-3 fois le poids des mâles, c'est vrai que ça fait un peu le trophée la femelle. Hein. Et puis bon, on n'en croise pas tous les jours non plus, donc on peut se permettre d'en tirer 1 ou 2 par hiver. Hein. Je pense pas que par rapport aux pêcheurs professionnels, je pense pas que ce soit nous qui faisons le plus de mal. Hein. Ça c'est un loup typique en fait on ne sait pas du tout si c'est un mâle ou une femelle. Hein. Ça c'est un cas d'école. Parce que quand on lui presse le ventre, il n'y a rien qui sort quoi. Hein. Donc ça, la seule solution c'est de l'ouvrir pour voir s'il y a des œufs ou s'il y a de la laitance en fait. Les plus gros loups tirés sur Marseille, c'est la dizaine de kilos. Hein. J'en ai déjà vu de 10,5 kg. Je connais quelqu'un qui en a pris un de 11,2 kg. Bon, c'est quand même très rare, ça arrive. Il y en a 1 ou 2 gros par hiver comme ça tirés. Après, les poids courants, c'est entre 4 et 7 kg. Voilà, ça c'est des poids de femelle. Mais bon, c'est sûr que si on lui lève les œufs, une femelle de 9 kg pleine d'œufs, il y a quasiment 3 kg d'œufs. C'est pour ça que c'est un peu malheureux de la tirer parce que 3 kg d'œufs, ça fait beaucoup d'alevins quand même, hein, beaucoup de petits loups. Hein. À l'époque, il y a des dizaines d'années, on voyait plusieurs femelles avec des dizaines de mâles.
Maintenant, le plus souvent, c'est une femelle avec 2-3 mâles, pas plus. Des fois, c'est même une femelle et un mâle. Il n'y a que dans les grandes concentrations, les gros bancs de loups, qu'on arrive à avoir plusieurs femelles et de nombreux mâles, quoi. La pêche d'hiver à Marseille est axée principalement sur le loup parce que sa densité est exceptionnelle. Cela n'empêche pas de faire d'autres rencontres. Jérémy a repéré les bancs de poissons fourrage au sondeur. Il entame une longue coulée sur un de ses postes d'agachon. Bien calé à l'agachon sur un amas de tôle, il signale sa présence et sa position au poisson. Les yeux dans le bleu, Jérémy scrute son horizon à la recherche de signes annonciateurs. Soudain, droit devant, il aperçoit deux énormes dentis, venus comme pour le défier. Retour à la côte pour rencontrer un autre chasseur des îles marseillaises. Alex s'est investi dans la défense de la chasse sous-marine depuis l'annonce du projet de parc national des Calanques. Son but, faire entendre la voix et les propositions des chasseurs sous-marins au cœur de la concertation qui s'est mise en place entre les différents usagers et gestionnaires du futur parc. Le loup de Noël, pour beaucoup de chasseurs, c'est souvent un challenge, un espoir du début décembre. C'est un poisson qui représente une jolie prise. Mais en plus de ça, le loup à Noël est une tradition marseillaise. Beaucoup de chasseurs sous-marins, mais également des pêcheurs, rêvent, arrivé en décembre, de pêcher un très beau loup pour le présenter au moment de Noël, au moment des festivités de Noël ou du jour de l'an. C'est vrai qu'il existe des postes où le poisson passe régulièrement et on assiste effectivement à des occupations de ces postes de façon prolongée pendant les périodes de frai. Des conflits entre les pêcheurs professionnels et les chasseurs sous-marins, il y en a eu, il y en a certainement encore, mais il faut savoir qu'une partie en fait, du littoral marseillais est interdite à la chasse sous-marine du 1er novembre au 31 mars. Donc cette zone s'étend de Callelongue jusqu'au Cap Morgiou. Et donc ça a été une volonté de la prud'homies de pêche de Marseille d'instaurer cette interdiction, justement pour éviter ce conflit d'usage entre les professionnels et les amateurs. Depuis la fin de la guerre, avec le développement de la chasse sous-marine, les pêcheurs professionnels ont parfois réussi à faire prendre des arrêtés l'interdisant. Aujourd'hui, les relations se sont pacifiées grâce aux efforts faits des deux côtés pour apprendre à se connaître et se respecter dans la perspective du parc national. Jérémy et Michel sont partis pour une nouvelle sortie en mer. Nous allons les retrouver au bateau à proximité d'un îlot. Non, il n'y avait rien. C'était pas le bon courant. On va essayer ailleurs. Le courant, ça compte énormément? Ah oui, c'est l'essentiel en fait. C'est vraiment... Il y a les zones où ils se tiennent en fait. Et en fonction du courant, ils y sont ou ils y sont pas. Voilà. Donc il y a deux choses à connaître, l'endroit où ils peuvent être et le courant. Et là aujourd'hui, on est au bon endroit, mais il n'y a pas le bon courant. Et chaque année, on les retrouve au même endroit? Oh ouais, quasiment. Ouais, quasiment. Après, il y a des zones qui donnent un peu moins certaines années que d'autres, mais ça tourne en fait et c'est toujours les mêmes zones qui reviennent. Qu'est-ce qu'ils aiment bien les loups pour se rapprocher comme ça? En général, il faut qu'il y ait un gros coup d'est. Et dès que l'est il s'arrête, avec un petit courant de nord, là, il y en a sur toutes les îles. Mais bon, c'est arrivé qu'une fois cet hiver. Et en ce moment, la météo est très, très calme. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas beaucoup d'est, il y a peut-être un petit peu de mistral. Mais c'est trop calme à mon goût.
Ah, j'ai un cacholet sur 21 là. Il n'y a rien. Rien du tout. Non, il n'y a pas la manche, il n'y a pas le bon On courant. va bouger. On va un peu bouger. Ouais. On va bouger. Il y a quelques petits sables, tu as vu, ils sont pas énormes, mais. Ah, il y en a pas mal des sables. Le pire ennemi du chasseur en hiver est le froid. Je vais faire une apnée à Mayado. La combinaison est sa seule protection, aussi bien sous l'eau qu'à l'extérieur, où la température frise aujourd'hui les 4 ou 5 degrés. Il faut bouger un peu. Si tu bouges pas un peu avant de faire ton agachon, en bas tu tiens pas. Avec une 7 mm. Hein. C'est pour ça que. Il faut plus, quoi. Ouais, pour moi, il faut du 8 là, tu vois. 8 mm, je pense que tu passes bien. Quitte à se surlester un peu, c'est pas grave. Hein. Parce qu'il n'y a pas tellement de fond, il y a 21, 22 là, donc c'est correct. C'est-à-dire que là, avec une 8 mm et à 20 mètres de fond, pour quelqu'un comme toi, il faut quel lestage? Moi, je pense qu'avec 8 kg, ça passe bien. 8 kg, tu descends en négatif à partir de 10 mètres, ça peut être bon. Le haut à 8 et le bas en 7, ça suffit. Tu vois. Je pense que c'est le bon compromis. Parce que c'est surtout au niveau des bras que tu as froid. Au bout d'un certain temps, tu as froid au niveau des bras. Donc c'est là qu'il faudra avoir une épaisseur plus importante. Faut être rapide, comme ça là je suis prêt à plonger. Ça, il y a une descente à faire là. La mer est calme, donc autant qu'on en profite. Il faut exploiter le plus de zones possible. Concernant l'impact donc, de la pêche sur les loups au moment du frai, c'est certain qu'il y a certainement un impact, mais c'est très difficile de l'évaluer parce qu'on ne connaît pas le stock initial, on ne connaît pas réellement le stock de loups qui se trouve en fait dans la zone des Calanques et aux alentours. On n'a vraiment aucun chiffre sur la chasse sous-marine et même au niveau de la pêche professionnelle, c'est très difficile d'avoir un tonnage réel. Et les chasseurs sous-marins, par l'intermédiaire des forums, communiquent de plus en plus et les idées évoluent. On constate en fait actuellement que la chasse sous-marine l'hiver du loup lors du frai fait polémique sur les forums. Il est, on va dire, de plus en plus mal vu de tirer des grosses femelles pleines ou alors de faire des ceintures de loups importantes. Les jeunes chasseurs semblent prendre plus conscience de leur impact et sont en fait plus partisans d'une chasse raisonnée. On s'aperçoit que les chasseurs de générations plus anciennes sont quand même encore attachés à leur liberté. Effectivement, on s'aperçoit souvent qu'il y a des conflits, en tout cas des mésententes sur ce sujet-là. Il y a deux schémas qui se profilent au niveau de la gestion du loup lors du frai. Il y a les partisans d'une trêve hivernale, alors de 2, 3, 4 mois, on ne sait pas trop, et d'autres partisans qui sont plutôt pour des mises en jachère en fait, saisonnières de certaines zones. Alors en fait, au niveau de la trêve hivernale, c'est une chose assez compliquée à mettre en place parce que interdire la chasse du loup l'hiver à Marseille, ça correspondrait en fait à interdire la chasse sous-marine en général sur Marseille. L'essentiel de la chasse sur Marseille l'hiver se fait sur le loup. Donc là, effectivement, si trêve il y a, il faudrait en plus que ce soit une trêve générale pour tous les acteurs, pour tous les usagers. Et forcément, au niveau de la pêche professionnelle, le loup représente une denrée, enfin en tout cas une masse économique importante. Donc ça poserait également des problèmes de ce côté-là. Alors en ce qui concerne la mise en jachère, en tout cas l'interdiction saisonnière de certaines zones dans les Calanques et sur les îles, ça pourrait être un moyen efficace de préservation de la ressource, à condition qu'elle s'applique à l'ensemble des acteurs, à l'ensemble des usagers. Une fois de plus, le chasseur sous-marin est donc désigné comme responsable, alors qu'il ne représente qu'une partie du prélèvement. Même en période d'abondance des loups sur la zone de Marseille, les prises restent limitées et sont loin d'être certaines. Nous avons pu le constater en suivant Jérémy et Michel pendant ces sorties hivernales. En revanche, il y a des jours où la pêche est meilleure. Au bout de la persévérance, il y a souvent la récompense.
la pêche du jour. Voilà, à deux. Hein. Ouais, pêche du jour après 7 heures de sortie en mer. C'est bien, mais bon, c'est pas non plus c'est pas fabuleux. Hein. Oui, puis en plus, ça suppose de bien connaître les postes. On les a mérités quand même. On les a mérités, ouais. Parce qu'on est allé chercher bas quand même. Ah ouais, bah, entre 15 et 20, une pêche pas à trous, parce que les frayères elles étaient vides. Mais bon, ça fait quand même 5 jolis poissons, tu vois. Ouais, ils sont beaux. Hein. Voilà, 5 jolis poissons. Ouais, ça fait même pas un par heure. Hein. Ça fait même pas un par heure. T'imagines? Et encore, on a le bateau, heureusement. Là, c'est indispensable le bateau. Hein. Ah oui. Si t'as pas de bateau, tu peux pas te dire je me mets à la pale, mais tu peux le faire, mais tu vas tirer 1 ou 2 poissons grand maximum. Ouais, voilà. grand maximum. Tu peux pas exploiter les zones comme il faudrait les exploiter Tout à fait, si tu n'as pas le bateau. Exactement. Pour moi, Marseille, c'était un peu un mythe. Hein. On parlait des grosses pêches de loup, des frayères et tout ça. Et là, j'ai vraiment pu le constater. Voilà, il y en a un peu. Hein. Mais j'ai constaté aussi la difficulté. Parce que, contrairement à ce que certains disent, c'est pas si facile, le poisson se mérite. Hein. Et chez toi alors? Ben, chez nous, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire en Côte d'Azur, ça se pêche dans 1 mètre d'eau, car l'eau est très très sale par vent d'est. C'est le vent d'est qui ramène l'eau sale. Ici, c'est l'inverse, d'après ce que tu m'as dit. Hein. Le vent d'est ramène l'eau claire ici. Le vent d'est ramène l'eau claire. Nous, c'est pas profond, et vous, c'est très profond. Parce que pour moi, une pêche entre 16 et 24 mètres, c'est une pêche profonde l'hiver quand même. Hein. Il faut tenir les apnées, il faut une bonne combi pour pas avoir froid. Donc, c'est l'opposé au niveau conditions. D'accord. Alors, les poissons sont un peu plus gros quand même. Et tu les trouves où chez toi? Dans des coins particuliers? Dans les coins où qui sont pas chassés en général, hein. Sur les bords des digues, sur les fonds sablonneux, tu vois. Personne ne va parce que c'est tellement sale et c'est tellement des conditions difficiles que les gens ne sortent même pas, tu vois. Tu t'imagines un temps vraiment exécrable et tu te dis c'est bon pour le loup, j'y vais. D'accord. Voilà. Et les rivières, tout ça aussi? Et les entrées d'estuaire, c'est bon, hein. Ouais, c'est très bon. Et tu peux te dire par exemple, je vais faire une sortie de chasse au loup en Côte d'Azur. C'est possible? Oui, c'est possible. Alors les périodes chez nous, c'est janvier, décembre-janvier. Ça dure très peu. C'est une quinzaine de jours. Et on ne peut pas parler vraiment de frayère, on peut parler de compagne, tu vois, où il y a une femelle avec quelques mâles autour. Par contre, si tu tires la femelle, tu peux être sûr que le coin est vidé, il n'y aura plus rien après. Donc il faut éviter de tirer la femelle, tirer les mâles tant que tu peux. Les poissons, les femelles peuvent atteindre facilement 5-6 kg. Tu peux faire des beaux poissons. Bon, ici, la moyenne est plus basse quand même. Ouais, je pense, ouais. Mais ils sont plus nombreux. Eh oui, Ils sont plus nombreux quand même. Il y a quand même une énorme pression de la pêche professionnelle, ça c'est indéniable, avec des moyens techniques, filets, électroniques, etc., plus une meilleure connaissance qu'il y a 40 ans en arrière, donc qui capture quand même beaucoup de loups. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que nous les chasseurs, on met aussi une grosse pression sur les frayères. Pêcheurs et chasseurs sont bien conscients que pour continuer à vivre leur passion, il leur faudra apprendre à gérer la ressource. La difficulté est d'arriver à mettre tout le monde d'accord pour aboutir à un juste équilibre des usages. La création d'aires marines protégées est-elle la solution? La création d'aires marines protégées est certainement une bonne chose, à condition qu'elles prennent réellement en compte les usagers qui se trouvent sur les lieux. On peut faire de la préservation, on peut faire de la gestion de la ressource en ce qui concerne la pêche, mais sanctuariser, tout interdire et provoquer de fait un report des usages sur les zones environnantes, c'est certainement pas une bonne chose. En ce qui concerne les zones de non-pêche qui sont proposées actuellement dans le cœur du parc des Calanques, on assiste à une vive opposition de la part des chasseurs sous-marins pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles sont trop nombreuses. Certaines n'ont aucune valeur écologique parce qu'elles sont trop petites et d'autres sont très mal situées, notamment sur l'archipel de Riou. Parce qu'il y a là de nombreuses zones emblématiques à la chasse sous-marine et les chasseurs ont du mal à accepter que du jour au lendemain, ces zones qu'ils fréquentent depuis des décennies leur soient enlevées et donc leur soient confisquées. Un autre point d'opposition avec le groupe d'intérêt public des Calanques pour la mise en place du parc national des Calanques, c'est que la réglementation concernant la pêche de loisirs n'est pas définie lors de la mise en place du parc, au moment de la création de la charte, mais elle sera définie après la création du parc, c'est-à-dire que ce sera le conseil d'administration qui décidera de la réglementation.
Et bien sûr, on ne peut pas se prononcer sur un projet sans réellement connaître ce qu'il sera. C'est pour cela que beaucoup d'associations sont opposées en tout cas à la création du parc en l'état, parce qu'ils ne savent pas réellement ce que sera la réglementation après la création du parc. Fin mars sonne la fin du frai. Déjà la plupart des bancs de loups ont regagné les zones d'alimentation estivale. Les zones lagunaires et les étangs qui bornent le delta du Rhône redeviennent des zones de chasse intéressantes et pleines de promesses. Nous avons suivi Mika qui chasse dans l'étang de Berre. Cette chasse sous-marine est bien différente de celle du loup dans les îles. C'est une chasse sous-marine qui est quand même très particulière par rapport à celle qu'on peut faire en mer ou quoi. Alors pourquoi? Parce que déjà c'est moi dans mes plongées, je fais pratiquement pas d'apnée. Donc ça ne demande pas de capacité physique particulière, on va dire. Ça ne demande pas vraiment non plus d'endurance ou quoi que ce soit. Il faut juste quand même un minimum de technique et un minimum de connaissance du poisson. J'y vais vraiment pour pêcher du loup et uniquement du loup, quoi. Je me concentre vraiment sur le loup et tous mes poissons, je les fais dans moins d'1 mètre d'eau, quoi. Donc c'est vraiment très particulier, quoi. Il suffit de voir comment j'évolue pour comprendre un peu le principe de cette technique de chasse, quoi. Il n'y a pas besoin de matériel vraiment spécifique, mis à part l'équipement standard du chasseur sous-marin. Donc moi au niveau de l'arbalète, j'utilise, alors ça c'est pareil, c'est toujours adapté en fonction des conditions qu'on a, mais moi je sais qu'en général j'utilise une arbalète assez longue, donc minimum 90 et je suis plutôt en longueur de 100, parce que la plupart des tirs qu'on effectue sont assez lointains. Et sinon, bon, au niveau de l'équipement, j'ai pas une combi spéciale ni des pannes spéciales. Bon, c'est de l'équipement standard, quoi. Moi, je pratique qu'une seule technique, c'est la chasse à l'indienne. Donc la chasse à l'indienne, c'est quoi? C'est des déplacements donc principalement de surface, très doucement, sans faire de bruit. Et donc le but, c'est de surprendre le poisson qui est en train de se nourrir. Principalement au bord. Alors pourquoi au bord? Parce qu'il y a pas mal de petits rochers qui sont des abris pour les crabes, les poissons, tout ça. Et donc le loup est quelque part obligé de... Parce que bon, à chaque fois que j'en prends, que je les vide, ils ont plusieurs crabes dans l'estomac. Il y a des endroits que je connais à force d'y venir et je sais qu'ils sont propices à la présence de poissons. C'est souvent des endroits où il y a beaucoup de rochers, où le poisson peut se cacher. Donc oui, il y a des bons endroits, il y a des bons coins, il faut les connaître et c'est vrai que quand j'arrive sur ces zones, je fais attention d'être bien concentré et assez discret, hein, parce que donc, cette chasse sous-marine, elle est vraiment basée sur la concentration et la discrétion. Et tout ça, cette technique, elle est adaptée en fonction des conditions qu'on rencontre. C'est-à-dire si ça bouge un peu, on n'est pas forcé d'être discret parce que les bruits de l'eau vont couvrir notre progression. Mais après, si l'eau est très calme, il faut limite pas mettre un coup de palme dans l'eau et progresser uniquement avec la main, quoi, pour éviter de faire le moins de bruit possible. Et après, donc ouais, concentration, le poisson peut être là à tout moment et il faut être prêt à tirer à tout moment. Bon. Traditionnellement, c'est meilleur au lever du soleil ou au coucher du soleil. Les meilleures conditions pour moi sont des petites vagues, enfin, un peu de clapot, quoi,
pour couvrir les bruits lors de la progression et une eau pas trop claire non plus. La visibilité, bon, ben, elle est très variable, hein. Ça va de 30 cm à des fois il y a plus de 15 mètres, mais bon, ça reste quand même assez exceptionnel. On croirait que l'étang est sale parce qu'il y a de la vase, tout ça, mais en fait c'est pas forcément le cas, quoi. J'ai pu remarquer qu'il y a très peu de chasseurs. Pourtant, donc on est à Marseille et je pense que c'est à cet endroit où il y a le plus de chasseurs en France. Alors je ne saurais pas l'expliquer, c'est peut-être où l'étang souffre de sa mauvaise image, où les fonds ne sont pas beaux, ou tout simplement les chasseurs ignorent qu'il y a du poisson dans l'étang. Il est très rare de faire une plongée sans voir de poisson, quoi. Il y a un peu toutes les tailles, ça va du tout petit jusqu'au loup de 7-8 kg que j'ai déjà pu apercevoir, et je pense qu'il y en a encore des plus gros, quoi. À chaque sortie, pratiquement, j'arrive à avoir du poisson, quoi. J'arrive à voir et à avoir du poisson. Donc il faut regarder en fonction du vent. Alors si c'est du Mistral, on sera pas mal côté Saint-Chamas-Hubert. Si c'est du vent de sud, on sera pas mal côté Marignane. Donc on va dire n'importe quelle condition, presque on pourra venir pêcher. Le loup est présent d'avril à novembre dans l'étang. Et des fois, au mois de juillet-août, il peut arriver qu'il sorte de l'étang parce que l'eau se réchauffe ou le milieu où il n'y a pas assez de Mistral et donc il n'y a plus assez d'oxygène dans l'eau. Donc en gros, l'étang est plus chaud que la mer l'été et plus froid que la mer l'hiver. Il peut arriver qu'en été, effectivement, il n'y ait plus de loup. Il y a quelques zones dans l'étang qui sont interdites à la chasse, mais sinon, c'est libre d'accès. Ouais. Pendant les 4 mois de tournage de ce film, nous avons eu la chance d'accompagner des chasseurs qui, chacun dans son domaine, maîtrisent son sujet. S'ils ne sont pas les seuls dans la région de Marseille, ils sont en revanche très peu nombreux à accepter de dévoiler leur jardin secret devant nos caméras. Grâce à eux, vous avez pu voir ce que beaucoup de pêcheurs et chasseurs n'osaient même pas imaginer. La succession des images et des prises réalisées ne doit pas laisser croire que cette chasse est facile. Il a fallu de nombreuses sorties pour y parvenir. En bateau ou à la palme, ils ont parcouru de vastes étendues à la recherche du poisson d'argent. Dès l'aube et jusqu'au coucher du soleil, dans le froid, le Mistral et la houle, ils ont gardé intacte leur motivation. On comprend pourquoi les chasseurs disent souvent que le poisson se mérite. On comprend pourquoi la chasse sous-marine est réputée être un mode de prélèvement très sélectif et très respectueux du milieu.